lever la main, peut-être juste vous présenter rapidement et puis poser une question. Ou sinon, j'invite ceux qui ont participé aux échanges à s'exprimer aussi sur les propositions de Gunther. Pascal, je crois qu'on Gunther suscite ton témoignage. Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'ai eu la chance de participer avec Gunther à un voyage à Taïwan, donc pour visiter un petit peu l'usine et puis savoir comment on fabriquait le papier pierre. Alors moi, ça m'intéressait au plus haut point parce que je suis imprimeur depuis 30 ans. J'utilise déjà des papiers synthétiques pour imprimer. Donc, d'ailleurs, je vous en ai ramené quelques exemples. Vous voyez, ça, c'est des petites étiquettes que j'imprime depuis une vingtaine d'années. Et c'est ce qui va dans les ouïes des poissons, des bars qui sont pêchés dans le Ratsa. C'est imprimé sur du plastique parce qu'il n'y a que ça. Donc, c'est une matière qui coûte assez cher parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc, moi, ce que j'ai vu à Taïwan, ça m'offre une autre alternative, beaucoup plus naturelle. Hein. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai remarqué qu'il faisait 38 degrés et 80% d'humidité. Je me suis dit, c'est pas étonnant que ces gens-là aient inventé un papier qui résiste à l'eau. Donc on peut directement, si vous voulez, mettre ce papier-là en contact avec les aliments. Donc c'est complètement neutre. C'est fait à 80% de pierre broyée, donc de carbonate de calcium. Et le reste, eh bien, c'est du polyéthylène pour 20%. C'est une idée tellement géniale que je me demande pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt. Parce qu'on s'est aperçu que ça coûte quand même 16% moins cher à fabriquer que du papier à base de cellulose, ça n'utilise aucun produit chimique. Par contre, le prix où c'est vendu en Europe, c'est complètement prohibitif. C'est-à-dire que moi, je suis obligé, pour ce papier-là, de me fournir en Belgique, chez Agfa Gewart. Et je ne sais pas pourquoi ils vendent ça au kilo, mais il faudrait plutôt qu'ils le vendent à l'once comme l'or, quoi, parce que c'est excessivement cher. Et ce papier pierre, ça fait diminuer pour moi le prix de plus de 60%. Donc c'est quelque chose à laquelle je ne m'entendais pas du tout. Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'en commander 6 tonnes pour essayer. Et donc je pense que c'est une opportunité pour tout le monde de travailler sur des matières telles que celle-là. Merci Pascal. Alors peut-être juste pour enchaîner, Hubert, comme tu es aussi au premier rang, on va en profiter. En amont de ce marché, et effectivement, toutes les applications du papier pierre, il y a ces ressources dont tu parlais, Gunther, sur le territoire, des carrières. Je vois Claude aussi, Prigent qui était par là, mais bon, en tout cas, vas-y Hubert, peut-être dis un petit mot concernant ce que tu as pu aussi... Bonjour à tous. Oui, alors moi, pour ma part, au niveau du papier pierre, effectivement, j'étais un petit peu sceptique, parce que bon, effectivement, je ne connaissais rien à la fabrication du papier par elle-même. Et c'est pour ça Gunther est passé nous voir, comme il a passé voir mes confrères également, donc localement. Et donc effectivement, nous, la poussière, on en fait, hein, il ne faut pas en faire. Hein. Et donc on est allé voir effectivement donc, sur place là-bas. Hein, nous, on est un petit peu comme Saint-Thomas, il faut voir, hein, après on agit. Et effectivement, j'ai été surpris, bien sûr. J'ai été également un peu bluffé sur la méthodologie et sur ce qu'arrivent à faire donc, les Chinois donc, à partir donc, de 80% de fines, en fin de compte, et bluffé également du produit qui sort, même si je ne suis pas un spécialiste, mais Pascal qui était avec nous, effectivement, le produit, c'est autre chose encore que ce qu'on peut utiliser aujourd'hui au niveau du papier et tous ses dérivés. Et je me suis dit également que bon, c'est vrai qu'il n'y a rien d'impossible, la fabrication de la poussière. Bon, si on s'y met, enfin la fine, on sait le faire. Hein. Comment dirais-je, après, c'est des petites technologies qu'il faut mettre en place. Et comment dirais-je, et par contre, et après, de la fabrication par elle-même du papier m'a pas semblé compliqué non plus, mais bon, ça, c'est pas de mon ressort. Mais voilà, donc ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a un produit qui marche. Il y a également donc pour nos sites ici donc d'apporter la valeur ajoutée, comme tu as dit, au niveau donc des carrières. Il y a beaucoup de produits qu'on met à la poubelle entre guillemets. Et effectivement, il y a un travail à réaliser pour valoriser tout ça et apporter de la valeur ajoutée à nos entreprises. Voilà. Et merci Gunther pour sur place là-bas. On voit que tu es très bien connu, toutes les entrées, etc. Donc c'était un plaisir de découvrir tout ça. Voilà, merci encore. Merci Hubert.
Alors Hubert, comme Saint-Thomas, peut-être que certaines d'entre vous aussi, c'est pour ça qu'on vous distribue des petits livrets qui sont faits en fait en papier-pierre, pour que vous vous rendiez compte d'une des applications, là, qui est celle du papier vraiment. Gunther rappelait aussi qu'il y a plein d'applications différentes dans l'emballage en général, mais aussi dans la filière plastique. Alors, d'autres questions? Oui. Un micro au milieu, s'il vous plaît. Bonjour, je voulais savoir quelle était la suite de la vie de ce petit carnet. Et est-ce que c'était faisable à partir de gravats, donc de déchets, ou c'était extrait de carrière vraiment, donc c'est quelque chose de neuf? Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met au recyclage? Est-ce qu'on le composte? Est-ce que... Merci. Comme c'est un minéral, on ne fait pas de compost. Alors, cette voie n'est pas possible. Le plus important, c'est que, comme c'est un nouveau produit, c'est qu'on fasse la distribution business to business. Pas au grand public, parce que sinon, ça perdra. Mais, comme ce n'est pas un papier, et ce n'est pas un polymère, ce n'est pas un plastique, alors c'est un orphelin qui se balade alors dans nos mains. Alors, il y a deux options. Le gouvernement allemand a déjà fait l'étude sur le recyclage, et jusqu'à 10% du papier à recycler, on peut y mettre papier-pierre. Alors ça, c'est une première. Deuxièmement, si vous le laissez dans la nature, ça se dégrade avec ultraviolette. Alors la dégradation ultraviolette prendra entre 6 et 9 mois. Alors ça, c'est la dégradation, pas de compostage, seulement soleil UV. C'est comme il faut être. Le papier, vous n'aimez pas du tout que le papier se dégrade trop vite. Il faut quand même que ce que vous avez écrit sera encore lisible quelques années plus tard. Il y a aussi la possibilité de le brûler. Si vous le brûlez, vous avez une petite fumée qui sort, mais vous récupérez ce qui est le plus cher, c'est-à-dire les pierres triturées. Alors, la matière première, il y a les options, soit on utilise des déchets de la construction, le ciment, dont vous récupérez quoi, 20 000 tonnes par an dans la région. Ils récupèrent 20 000 tonnes, alors on peut l'utiliser ça. On peut utiliser les composants de la carrière qui aujourd'hui n'ont pas de valeur. Alors on a retiré, bon voilà, c'est pas bien pour la construction, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On le tire un peu à côté. Soit, si vous avez des anciennes mines, comme c'est le cas des projets en Afrique du Sud et en Amérique latine, c'est qu'on récupère la poussière des mines, qui est quand même le composant le plus compliqué parce que ça génère des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que c'est un éventail d'opportunités. On a réfléchi sur la totalité, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de matières premières dans les carrières aujourd'hui qui n'ont pas de valeur du tout, qui ont été tirées à côté ou mises sérieusement à côté. Et alors là, on peut le récupérer. Oui. C'est important d'insister aussi que c'est un produit sur 5 microns. C'est-à-dire que c'est une poussière. C'est-à-dire que si ce ne fût-ce que dans les carrières et la production de matériel pour construction, c'est la poussière qui est le plus dangereuse. Alors aujourd'hui, on dit souvent que pour éliminer toute poussière, ça coûterait trop. Eh bien, pas maintenant. Maintenant, on a une valeur ajoutée qu'on peut le donner. Et alors maintenant, on a le bon argument pour insister que l'industrie ne mette plus de poussière dans l'air et fasse quand même une installation qui capture la totalité parce que c'est d'intérêt économique. Et l'intérêt économique se traduit dans une amélioration de conditions de santé. Charles Van der Hagen a un complément, mais avec le micro, c'est mieux. Tu n'as pas dit que c'était une matière première. En fait, on récolte le papier et le papier sert à faire du nouveau papier. Donc c'est une boucle. Ah oui, je l'avais dit dans la présentation, c'est-à-dire que c'est 100% bouclé. Alors le matériel est à 100% recyclable pour toujours. Et c'est quelle différence avec le papier? C'est avec des celluloses, parce que le cellulose, les fibres deviennent de plus en plus courtes.
Bien entendu, c'est pour ça que je suis content que c'est un imprimeur qui a pris position, parce que au début c'est un peu différent dans l'impression, parce que comme le cellulose n'absorbe plus l'encre, alors on a besoin d'une autre approche, mais les machines Canon, les machines Heidelberg, avec un bon imprimeur, savent comment le faire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous allons voir tout à l'heure des élus. On va leur parler de tri sélectif. En fait, la gestion des déchets est quelque chose de fondamental. Et nous avons vu avec une délégation de la CCI comment Milan s'était organisé pour récupérer de façon sélective les matières premières, en particulier les plastiques. Et donc il y a tout un effort à faire en Bretagne aussi pour en fait améliorer considérablement la récolte sélective. C'est une question d'éducation du grand public, mais ça fait partie de l'économie bleue. Alors, une question suivante, une remarque, une observation sur l'un des 10 clusters en synthèse. Je n'ai pas vu, c'est où? Là, madame. Donc le micro arrive. Bonjour. En fait, j'ai senti le carnet papier-pierre. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'odeur de l'huile, ou je me trompe? Alors, vous pensez à l'huile? Non, je ne sais pas si on a fait, mais après avoir fait la production du papier, selon les nécessités d'usage, on va mettre une couche là-dessus. Une couche d'un demi-micron, une toute petite couche, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une impression avec des couleurs brillantes, alors vous mettez une couche là-dessus. Si vous avez un contact avec la nourriture, on n'a pas besoin de couche. C'est ce qui est très intéressant. Si on utilise un plastique, un polyéthylène de haute densité, on n'a pas besoin de mettre une couche supplémentaire comme est maintenant nécessaire avec le papier. Le papier ne peut pas être en contact direct avec une nourriture parce que ça fait de l'absorption de l'humidité. Alors, selon les nécessités de l'usage du papier, la loi, par exemple, vous oblige, si vous le faites, par exemple, pour un chapeau pour une lumière, il faut que vous mettez une couche anti-inflammatoire. Ouais. Alors, le grand avantage, c'est que cette couche peut être faite selon les nécessités, les désirs du client. Quel est mon intérêt au début quand j'ai constaté que vous avez quand même une grande nécessité d'emballage? C'est le contact nourriture est extraordinaire. Sans produits chimiques, on peut faire, sinon aujourd'hui on est toujours obligé de faire une couche supplémentaire. Des questions sur l'énergie, la mobilité, l'agriculture, l'agroalimentaire, le LiFi, l'île de Sein. Alors peut-être juste préciser que, comme le disait Gunther tout à l'heure, et tu apprécies, je te remercie, notre nouveau logo et communication. La CCI va poursuivre ce travail et l'économie circulaire laisse la place pour nous maintenant à la Blue Economy en Cornouailles. C'est bien évidemment qu'une étape et la suite reste aussi à construire en matière d'accompagnement de ces projets, de poursuite des relations avec les interlocuteurs, vous-même, bien évidemment. Non? Ah, si. Jean-Paul là-bas. Oui, bon. Bonjour, Jean-Paul Carlidou, je représente la société Cornouailles Informatique et par ailleurs je suis également élu à la CCI de Quimper-Cornouailles. Concernant l'approche de l'île de Sein, puisque vous en reparliez, et du LiFi en particulier, vous avez évoqué tout à l'heure une carence en matière de fournisseurs de logiciels, c'est-à-dire d'éléments permettant effectivement
de diffuser ou d'accentuer la progression de cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement ces chaînons manquants et comment faudrait-il, quelle démarche faudrait-il avoir pour justement les combler? Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est très important de voir que toutes les interfaces changent. Aujourd'hui, tout est basé sur soit le Bluetooth, soit sur une onde radio. Et toutes les interfaces sont alors programmées pour la transformation des données digitalisées dans les différentes manières et techniques de transition, de transfert. Alors, ce qu'on a besoin surtout, c'est que le mode de captage est changé, alors il faut reprogrammer. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un musée, et dans un musée aujourd'hui, vous avez les écouteurs, et vous avez un bouton, et vous êtes devant peinture numéro 6, c'est le numéro 6, on vous donne toute l'explication. Maintenant, vous arrivez avec votre iPad, et votre iPad, vous passez par la lumière, et la lumière vous donne immédiatement toutes les informations sur cette peinture. Alors, toute cette programmation doit être faite. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible. Tout ce qui est auditif aujourd'hui sur cet appareil se transformera dans une information transmise à la lumière. Ce qui est le grand avantage, mais bien entendu aussi le grand volume de travail, c'est que maintenant, si j'ai une exposition avec 100 peintures, il faut que je puisse envoyer sur chaque lumière l'information pour cette peinture. Vous voyez immédiatement, au point de vue de programmation, documentation, c'est une grande nécessité, mais quel est l'avantage? On élimine les écouteurs, tout le monde travaille avec son iPad, et vous dites, oui, mon iPad aujourd'hui n'est pas équipé. Alors on va avoir des nouvelles adapteurs qu'on va rajouter. Il y a aussi une petite programmation là nécessaire, mais je vous annonce qu'Apple a déjà décidé pour les modèles de 2017 automne, ils vont intégrer le Li-Fi. Et le premier pays sera la France, parce que c'est ici. Alors c'est pour ça que je vous dis, messieurs, mesdames, quand même, ce seront les Indiens, les Chinois ou vous. Alors là, il y a un marché captif, toujours pour pouvoir développer, on a besoin d'un marché captif. Le marché captif que je suggère en discussion avec Philippe, ce sont vos ports. C'est-à-dire qu'on peut faire une adaptation de cette technologie pour programmer l'échange des informations avec les bateaux. Parce qu'une fois que le bateau arrive, et si le bateau entre dans votre influence lumière, vous pouvez immédiatement recevoir toutes les données. Alors il faut le programmer, il faut le faire. Alors ça veut dire que quand le bateau débarque, toute l'information est déjà disponible. Aujourd'hui, on le fait encore avec des papiers. C'est-à-dire que là, il y a toute une programmation possible. Ce que je suggère, c'est qu'il y a un marché captif. Vous le faites sur vos 6 ports. Bon, on va démarrer avec un port, mais on le fait sur ces ports-là. Je crois que pour la CCI, c'est une grande opportunité de faire preuve d'une vision à long terme, et j'espère que vous récupérez ou vous continuez votre concession. Vous pouvez envoyer des messages directs. C'est-à-dire que moi, je peux envoyer un message direct par lumière. Si les étudiants sont dans cette salle-ci, alors on va mettre des LED là-dedans, et je peux envoyer un message direct à un tel étudiant qui est au-dessus de cette lumière. Vous imaginez, en plus, il n'y a plus de hackers. Les hackers ne peuvent pas reprendre les données parce que la transmission se fait avec LED avec 10 millions d'impulses par seconde. 10 millions par seconde. Alors vous imaginez, alors un pauvre hacker, il peut prendre une petite partie, mais n'aura jamais tout. Ah bon, pour les prochaines 5 années, je suis certain qu'ils vont développer des solutions, les hackers. Mais quand même, encore une fois, au point de vue programmation, aujourd'hui, si vous faites la programmation, la sûreté est toujours un problème. Si vous faites la programmation, surtout avec des données confidentielles entre bateaux et ports, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui passe. Et si vous êtes plus grande distance, vous pouvez l'utiliser aussi avec un laser.
C'est-à-dire avec une lumière laser, vous pouvez faire la transmission des données. Et c'est d'ailleurs là où fut l'invention. C'est une des raisons pour lesquelles le ministre de la Défense s'y intéresse beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui en sûreté, si vous n'avez pas de possibilité pour le temps, pour le moment, d'avoir des hackers, c'est intéressant. C'est très différent. C'est très différent, en fait, comme méthode de pensée. Derrière chaque initiative, vous en avez plein d'autres que vous devrez découvrir. On ne peut pas vous les expliquer, on ne peut pas vous les inventer. Il y en a tellement, mais tout change. Et donc, en fait, c'est une vraie innovation, parce que chaque système d'innovation apporte des innovations. Et donc, vous avez une multitude d'applications qui vont devoir se développer. Ce papier-pierre, ça a une multitude d'applications qui, en fait, doivent être inventées par des Bretons. Et si les Bretons les inventent, les Bretons ont une avance. Et vous deviendrez donc à nouveau un pays exportateur, mais exportateur sans concurrence. Parce que vous allez exporter du savoir, vous allez exporter des business models, vous allez exporter de la connaissance. Bonjour. Aubes commun de l'association Truskem. Je suis ici avec Jean-François Hamel, qui est le président de cette association. Je vais rapidement présenter ce qu'on est en train de mettre en place sur Quimper depuis 2 ans, en partenariat avec Quimper Communauté. Parce que j'ai plus une interpellation qu'une question. Voilà, notre activité, ce qu'on est en train de développer, c'est une ressourcerie ou recyclerie, donc capter en déchetterie ou en apport volontaire les objets dont les gens ne veulent plus. On s'était rencontrés d'ailleurs à Brest Transition, je vois Roland Jourdain. Et là, les valoriser, ces objets, alors les valoriser ou simplement les nettoyer et les revendre à pas cher, ou les valoriser de façon upcyclée avec une autre valeur ajoutée, artistique ou pas. Les revendre, bien sûr, et puis vendre aussi des prestations de sensibilisation à la réduction des déchets. Pour développer ce modèle économique, aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, les associations, parce que souvent les ressourceries étaient montées en association, s'appuyaient sur les dotations de l'État. Nous, on a décidé d'être autonome financièrement, ça tombe bien, parce que je crois que ça diminue un petit peu, ces dotations. Et pour développer et pour équilibrer ce modèle économique, on est en train de développer des filières de recyclage de matières. Dans ces filières, on a choisi le plastique souple et les polystyrènes. Et là, on entend, tiens, il y a quelque chose. Et alors, on se dit, comment on peut s'inscrire dans cette économie bleue, s'inscrire justement dans ces nouveaux modèles de pensée. Et là, voilà, je vous soumets cette réflexion-là brûle pour point. Merci. Je remercie, et moi je ferai encore la découverte de plusieurs bonnes initiatives que vous avez déjà entreprises. Il est évident que tout ce type de plastique, le grand coup, c'est le triage, c'est de trier et de nettoyer. Parce qu'en plus, si on a des polypropylènes, si ce n'est pas propre, le recyclage ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle j'étais toujours à la recherche de technologies qui nous évitent le nettoyage, le triage. Et surtout quand on a un contact poisson, c'est pour ça que j'ai cerné cette initiative comme étant le premier pas en avant, mais pas le dernier. Vous, sur base de cette technologie, vous devriez vite identifier quelques matières premières, déchets, matières premières que vous avez, que pour vous c'est trop cher de nettoyer, trier, et alors en faisant un carburant est une bonne option. Surtout si c'est un carburant qui remplace le gasoil avec beaucoup de soufre. Alors là, je crois que de ce qu'on a besoin, c'est de vérifier. Mais je vous dis, par exemple, si vous avez la possibilité, avec vos activités, de faire le recyclage du HDPE, le polyéthylène de haute densité, ben voilà, il y a pour ce produit-là un intérêt immédiat parce que toutes les structures submergées pour cultivation des algues est fait dans ce matériel. Et si c'est un matériel qui vient de la déchetterie, c'est probablement avec une qualité de nourriture qui est extraordinaire et aujourd'hui n'est pas valorisée. Tous les emballages Tetra Pak, par exemple, sont bourrés d'une couche de HDPE.
Aujourd'hui, ce n'est pas du tout valorisé. Alors là, on aura une grande opportunité, parce que même sur un territoire comme le vôtre, vous avez des milliers d'unités de Tetra Pak qui aujourd'hui sont très difficiles à recycler. Alors là, je crois que ce que je souhaite souligner, c'est que les 10 initiatives parmi les 60 que j'ai identifiées ne sont que le premier pas. Le but est de, grâce à des initiatives comme les vôtres, qu'on continue à transformer cette tissu et qu'on élimine, mon rêve est quand même zéro déchet, zéro émission. C'est avec ça que j'ai démarré il y a 20 ans, 22 ans. Mais je peux le traduire dans un autre langage. Zéro déchet veut aussi bien dire productivité totale de la matière première localement disponible. C'est exactement la même chose, hein. Mais c'est vu de l'autre côté. Je crois que la productivité totale des matières premières localement disponibles, c'est beaucoup plus positif que de dire zéro déchet. Et ça inspire un peu plus. Mais comptons et travaillons avec les gens qui prennent l'initiative. Merci. Alors je rebondis, Gunther, pour préciser également qu'à la suite de ces propositions, la CCI, avec tous les partenaires volontaires, publics et privés, souhaite créer un pôle d'accompagnement, de développement de ces projets, mais aussi recueillir l'ensemble des propositions locales. Une fois de plus, on y revient, les ressources et les énergies locales, pour démultiplier et pour créer plus de valeur ajoutée encore, bien évidemment. J'ai cru voir alors Sébastien et puis oui. Oui, bonjour, Sébastien Marquand d'Olovia. Je vais introduire ma question par une petite citation, puisque vous aimez bien les fables, donc ça va se rejoindre. C'est d'Anthony Robbins qui dit que trop souvent, l'assurance d'un présent médiocre est plus confortable que la certitude d'un avenir meilleur. Et alors, vous nous avez montré des solutions techniques sur les 10 projets qui fonctionnent. Et du coup, la seule façon de passer à l'acte, c'est certainement de travailler sur les croyances limitantes qu'on peut tous avoir. Et je voulais savoir si justement vous aviez aussi des solutions techniques, des lieux d'inspiration pour transformer nos peurs en énergie pour créer un avenir meilleur. Je remercie. Moi dans le rapport que je soumets demain matin formellement, parce que j'aimerais bien encore recueillir des idées et des réflexions de l'auditoire toute la journée, je vais exactement indiquer 6 sites que je crois que vous devriez visiter, vous devriez connaître. Parce que c'est toujours inspirant de pouvoir voir, comme Hubert, comme tu l'as dit, tu étais Saint Thomas, mais bon, pas Saint, tu étais Thomas. Tu disais, oui, ça paraît bien, mais il faut que je le voie. Alors là, je crois que c'est très important. J'invite les gens de visiter des endroits où on a réalisé des projets, pas sur une petite étaille, hein. On a besoin de voir des choses, par exemple, comme l'agriculture de Hermannsdorfer Landwerkstätte. Avec ce projet-là, il faut le voir que c'est sur 100 hectares. C'est avec 100 autres agriculteurs qui collaborent. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit projet qui fut réalisé. C'est un grand projet avec 100 millions d'investissements et il gagne des fric. Et en plus, c'est une ambiance extrêmement agréable. Il faut le voir, il faut le savoir. Et c'est ça ce que je suggère aussi dans mon rapport, que peut-être c'est bien de dire « Ah oui, j'aime bien 1, 2, 6 et 9 ». Non, 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 non. Prenez votre temps, faisons ensemble la réflexion, visitons quelques expériences, des gens qui ont d'autres intérêts, d'autres histoires, d'autres points de vue, et retrouvons-nous en disant « Mais ce sont les projets que pour nous sont les priorités », parce qu'on est inspiré. Je crois que c'est très important, c'est l'inspiration. Vous savez que l'entrepreneur a un grand avantage vis-à-vis le scientifique. Bah, il y a des exceptions, il y a des entrepreneurs scientifiques, hein, Franck, ce sont des exceptions. Mais en général, c'est l'entrepreneur qui n'a pas besoin de la preuve scientifique, s'il y croit. Il se met derrière. On n'a pas la preuve que le marché va m'acheter tout. C'est seulement en produisant et en vendant qu'on a la preuve. Je dis toujours, les premiers plans d'affaires doivent être écrits quand vous avez déjà votre première facture payée. Si vous n'avez pas une facture payée, qu'est-ce que vous savez du marché?
La moitié dit oui, l'autre moitié dit non. Alors vous y croyez. Et je crois que c'est très important. C'est pour ça que l'inspiration est importante. Parce que quand moi je sais qu'à Munich c'est possible de le faire de telle manière, pourquoi pas en Bretagne? Et je crois que cette attitude d'un entrepreneur qui dit « et pourquoi pas chez moi ?» c'est quand même l'attitude dont on a besoin. Mais le « pourquoi pas j'y crois ?» c'est parce qu'on est inspiré. Et on a vu que ça fonctionne. On a vu les magasins, on a vu les prix. Et on a dit, ah oui, les marges bénéficiaires doivent être extrêmement intéressantes. Ah oui, en plus, il a un abattoir à lui. Et je crois que c'est important. Alors, pour l'instant, j'ai suggéré dans mon rapport 6 possibles sites pour s'inspirer. J'ai vu deux mains se lever encore. Alors, attends, tiens, vas-y. Oui, bon, donc bonjour, je suis Marc Aymon. Donc, alors, contrairement à Franck, j'ai ma binette sur une photo parce que j'étais dans les soutiens avant la première réunion d'il y a un an, notamment avec Bilou et quelques autres. Par contre, bon, je n'ai pas eu l'immense privilège de partager des idées avec Gunther. Et c'est vrai, quand on entend cette conférence, c'est un peu frustrant pratiquement. Hein. Donc, pas encore. OK. Ben justement, et ma question elle porte sur la méthodologie. Donc, la partie d'inspiration m'a piqué une partie de ma question. Vincent a commencé à y répondre aussi, mais en fait, de façon très pragmatique. On voit qu'il y a une méthodologie. Donc ça, c'est une sorte de coaching. Donc, ce coaching est-il dans un logiciel qu'on va récupérer quelque part ici à la Chambre de commerce de Quimper, ou bien a-t-on besoin régulièrement de vaccination de notre inspirateur? Et sur le plan très pratique, on a entendu 10 projets très intéressants. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à la fois dans les coproduits de poissons, dans l'eau de mer, etc. On a déjà des choses avec la Chambre de commerce en cours. Je ne sais pas si je suis dans les 60 ou si ces projets y sont. Mais effectivement, 60, ça ne peut pas non plus être un nombre fini. Donc, méthodologie, comment allons-nous connaître les 60 ? Comment seront-ils publiés, affichés? Comment peut-on intervenir, réagir, se signaler? Comment du coup peut-on s'inscrire dans l'action, hein, si ce n'est pas dans les projets qui sont déjà retenus? Et puis donc au-delà de ça, est-ce que du coup on pourrait naturellement privilégier ces initiatives d'un certain accompagnement, coaching et inspiration? C'est un petit peu compliqué comme question, mais je pense que ça se résume pour la réponse. Si tu me permets, Vincent, première réaction. Avant tout, nous ne sommes aujourd'hui que le point de démarrage. On vient de démarrer. C'est le point zéro, nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est encore à faire. J'ai eu 3 mois, à la fin de la journée, selon notre accord de collaboration, j'ai eu 3 mois pour faire l'effort que j'ai résumé ce matin. Mais ce n'est que le début. Mais la deuxième étape dépend de vous, plus de vous que de moi. Je crois que le plus important, que je deviendrai inutile pour vous, parce que ça veut dire que vous faites la transformation vous-même. C'est la meilleure manière de le faire. Je n'ai pas d'intérêt de devenir un consultant à vie dans le Cornouailles. Ce n'est pas le but. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un démarrage, mais avec Vincent, je crois qu'il peut vous éclaircir comment on a l'intention d'avancer, parce que j'ai pas mal de caractères, des aspects de ma caractère qui sont des aspects mauvais, c'est que je suis un homme impatient. Alors l'impatience me dérange. Si vous ne bougez pas assez vite, moi je suis parti. Hein. Ah oui, moi-même, il ne faut pas prendre les gens avec la main pour les amener. Mais, Vincent. Je confirme. Juste Marc, pour compléter, effectivement, j'expliquais la proposition qui sera la nôtre de créer alors j'ai dit un pôle, en fait, ça prendra la forme que ça prendra, sans doute peut-être une association, peu importe. Aujourd'hui, la base de réflexion est là. C'est surtout parce qu'aujourd'hui, si l'initiative a été portée par la CCI pour et par le monde économique, elle doit rassembler aussi plus largement. Bien évidemment, les acteurs publics, bien évidemment, toute la société, les associations, les écoles, comme en parlait Gunther. Mais le monde économique est au cœur de la proposition, puisqu'il faut porter ces projets. Certains sont très ambitieux, y compris en matière d'investissement. Et d'autres sont peut-être plus accessibles, mais nécessiteront une dynamique d'entraînement et d'accompagnement. Et puis, il faut pouvoir recueillir, effectivement, rassembler l'ensemble des propositions que nous n'avons pas encore pu
avec le temps qui a été consacré jusque-là, mais on va le poursuivre avec Gunther, ajouter ces éléments de connexion avec des propositions et des compétences locales. On va vous distribuer, si ça n'est pas déjà fait d'ailleurs à la fin de la session, un petit flyer avec le contact CCI pour ceux qui ne l'ont pas encore. Toi, je sais qu'on a notre contact. Mais bien évidemment, il ne faudra pas hésiter dans les prochains jours et nous communiquerons sur la suite qui est donnée à cette initiative et à l'accompagnement de la méthode ZERI qui va se poursuivre, notamment en matière de modèle économique. Il faut, et Gunther a déjà cité des chiffres, il faut pouvoir maintenant aussi avancer de manière plus précise sur ces projets. Alors, il y en a un élément très important pour moi. C'est que maintenant, je vous ai présenté 10 clusters. Quand vous me communiquez quels sont les clusters qui vous intéressent le plus pour démarrer ce changement et des autres que vous y rajoutez, à ce moment-là, moi, je fais un plan intégré. Parce qu'il y a encore des synergies entre les différents clusters. Je l'ai déjà mentionné à gauche et à droite. Et c'est cette dynamique économique que je dois chiffrer. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir dire non pas seulement c'est un impact 100 millions, c'est 50 millions, c'est 25 personnes, etc. Il faut voir l'intégralité des initiatives entreprises. Parce que le but n'est pas de faire une chose, le but est une transformation du tissu économique. Et c'est ça dont on a besoin de pouvoir faire ce survol. Et j'ai proposé qu'un des devoirs qui sont encore à moi de réaliser avec notre équipe, c'est le devoir de faire l'intégration de toutes les initiatives pour vous faire la preuve que vous êtes en train de transformer votre tissu économique si vous prenez ces initiatives-là. Parce que trop souvent, on ne voit ce qu'on est capable de faire soi-même. Et on ne voit pas toujours sa capacité de transformer un territoire. Mais si vous l'intégrez, vous voyez qu'avec 6 clusters, 4 clusters, 10 clusters, quoi qu'il soit, vous êtes en train de transformer et vous avez fait le démarrage de la transformation. Oui ? Alors, on va prendre une dernière question, parce qu'on me souffle effectivement que le timing de la journée étant ce qu'il est et les engagements que nous avons pris. On prend une dernière question avant que je demande aussi à Jean-François et recueillir sa réaction. Bonjour, Olivier Brien, je représente la société Aéronet. Donc nous sommes concepteurs et producteurs de matériel aéronautique, des filets de fret particulièrement, qui sont composés essentiellement de polyester. Ces produits, nous y travaillons depuis longtemps. On essaie de travailler dans la blue economy en essayant de recycler ces produits. C'est assez compliqué en fin de vie parce que les produits sont sales. Et donc le cluster que vous avez proposé concernant la transformation des plastiques en carburant, c'est quelque chose auquel on a déjà pensé depuis un certain temps. On n'est pas dans on est capable, si vous voulez, de récolter une quantité qui, à notre sens, n'est malgré tout pas suffisante pour pouvoir intégrer 400 à 500 tonnes par an. C'est le volume minimum pour le faire. On a besoin de 2 tonnes par jour. D'accord. Alors, si vous avez 400 tonnes avec les tonnages... Alors, voilà. Voilà, donc en se rapprochant, je dirais, d'autres voilà. opérateurs, on pourrait tout à fait... Et vous savez que c'est exactement le problème, que souvent, les technologies qui sont disponibles sur le marché nous font sentir comme insignifiants. Je ne suis pas assez grand pour le faire. L'importance pour nous, c'est toujours de trouver la technologie et le modèle d'affaires qui vous permet de démarrer avec petit volume. Et je crois que les installations dans les ports sous la gestion de la CCI sont idéales. Alors là, il faut voir avec Philippe comment on pourrait le démarrer. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avancement au niveau de ce qui existe à Taïwan. Qu'est-ce que vous voulez dire, pas d'avancement ? Il n'y a rien qui est déjà accordé pour installer une usine. Rien accordé, mais c'est à vous de décider. Comme je vous évoquais, si vous décidez, 4 mois par après, l'installation est opérationnelle. Ce sont des Chinois, hein, les Chinois bougent. Hein. Et en termes de production de carburant, les autorisations par rapport oui, alors là, c'est pour ça que nous avons une session avec les élus. Les taxes et l'État.
Ah oui, les taxes sur les carburants, c'est une raison pour laquelle notre but est de démarrer avec le carburant pour les pêcheurs, pour les bateaux de pêche, parce que là, immédiatement, tous les politiques sont intéressés de trouver quand même une solution. Et en plus, n'oublions pas, on n'en a pas parlé, COP21, c'est une réalité. La France souhaite quand même faire preuve que cette COP21 ait des impacts et des résultats concrets. Et si on est capable d'éliminer le soufre des bateaux de pêche, mais voilà, c'est un impact immédiat. Hein. Alors je crois que là, on a quand même des éléments qui font la preuve qu'à une échelle locale. Et n'oublions pas combien de ports en Europe avec le même défi. Et quel est le plus gros problème de ce plastique? Le transport. C'est le triage, le nettoyage après transport. Parce qu'une fois qu'il faut le mettre sur un conteneur, il faut faire la route, c'est fichu. Tout système de recyclage d'aujourd'hui. Alors, tous ces éléments-là font la preuve qu'il faut faire une économie locale, il faut faire une transformation locale, une intégration locale. C'est-à-dire que transformation locale et un client local qui achète tout. Alors là, vous éliminez les intermédiaires. Pas tous les permis sont acquis, je le sais, mais je crois qu'avec des personnes comme Jean-François et pas mal d'autres ici dans la salle, vous savez quand même gérer un peu la politique. J'espère. Okay. J'avais aussi un autre point que je voulais évoquer, c'était pour le papier pierre. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait dans la production du papier l'intégration également de matières plastiques pour finaliser. Donc c'est quelque chose dans lequel on pourrait aussi essayer de s'intégrer, dans le sens où on a pas mal de matières plastiques et qu'on pourrait réutiliser après en termes de papier, parce que sur nos produits, on est souvent à la recherche, on utilise du PVC ou des matières imprimables qui sont, je dirais, qui résistent à l'eau, comme a pu présenter monsieur pour l'imprimerie. Elle est extraordinaire, je crois que Vincent, tu feras la suivi. Oui. Et on ne se connaît pas, mais j'ai entendu parler de vous. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est que des structures coopératives permettent de détourner certaines réglementations. Entre coopérateurs, vous pouvez faire du commerce. Hein. Bien. Alors, dernière. Oui, merci beaucoup. Juste pour finir, un témoignage sur la coopération, parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour le monde économique, et c'est aussi une manière de montrer que le monde économique peut être moteur pour la société. Alors, juste pour préciser, je suis Katia Hervouet, architecte, et j'ai eu la chance de partir en Suède grâce à Gunther pour rencontrer un confrère qui a développé une manière de gérer justement la coopération pour les chefs d'entreprise au niveau des bâtiments. Donc, vous le savez tous, un bâtiment, on en a tous besoin. On a tous besoin d'un toit sur la tête. Vous en avez besoin pour travailler, pour habiter. Mais un bâtiment, c'est des coûts. C'est des coûts d'exploitation qui grèvent inévitablement vos revenus. Donc, au niveau de ces manières de faire, j'ai pu rencontrer sur un cas concret, sur une zone commerciale, la mutualisation de 3 entreprises. Alors, on retrouve une concession, donc un hall d'exposition qui fait à peu près 1600 mètres carrés. On va retrouver une station-service qui fait supérette aussi, puisque là-bas, ce sont des manières de faire au niveau suédois. Et puis, un restaurant qui est un McDonald's. En surface, on a à peu près 2000 mètres carrés de bâtiments à chauffer. Les conditions climatiques de la Suède, c'est qu'en hiver, on a -20. Et malgré tout, il faut avoir chaud. Chaud dans les bâtiments où l'on mange, mais chaud dans les bâtiments où on travaille, et notamment les ateliers d'une concession, pour ceux qui y travaillent, sont toujours des conditions assez difficiles. Donc, on doit avoir un minimum de 20 degrés. Ça nous fait un delta d'à peu près 40 unités, 40 degrés à trouver. Eh bien, ces entreprises ont réussi à mutualiser leurs besoins en énergie en tout simplement travaillant ensemble, en montrant que sur une zone commerciale, on peut créer du lien. Concrètement, ce sont les cuisines du McDonald's qui chauffent l'ensemble de ces 2000 mètres carrés toute l'année. Alors en été, c'est plutôt du rafraîchissement et il y a plusieurs solutions, mais en hiver, ce sont vraiment les cuisines qui consomment de l'énergie, alors électrique bien entendu, et là on pallie à ces apports en électricité par du photovoltaïque ou de l'éolien. Et cette énergie donc de chaleur qui permet
de produire une valeur ajoutée, hein, puisque le McDonald's vend à manger et permet aux gens de manger. Alors après, qu'importe la qualité de la nourriture, mais l'objectif, c'est que cette énergie qui est dépensée, eh bien, elle resserre, il la paye, mais elle resserre. Elle resserre à l'ensemble de la collectivité et là, à l'ensemble des chefs d'entreprise. Et ça, je trouve que c'est une très très belle image de mutualisation du monde économique, parce que nos manières de faire doivent évoluer. Notre impact sur l'environnement est devenu insupportable pour nous tous, et ça, c'est une belle image de coopération. Et je travaille actuellement avec donc, cet architecte, Anders Nyquist, et avec Gunther pour qu'il puisse venir en fait présenter ce travail. Et juste pour terminer cette concession, l'entrepreneur est quand même une personne extrêmement engagée. Il a été le premier entrepreneur à faire venir des véhicules bioéthanol en Suède. Et bien cette concession, qui est dans une toute petite ville, réalise les meilleures ventes au niveau de la Suède. Donc il y a eu aussi tout un travail sur la qualité du travail et puis le bien-être au travail. Donc voilà toutes les filières sur lesquelles on peut travailler et créer du lien ensemble. Ça, c'est important, je pense. Merci beaucoup. Bien. On a eu une bonne session, Gunther, et je crois que Jean-François aura sans doute quelques réactions, ou en tout cas aussi un petit mot de transition pour la suite. Merci Vincent. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin, et c'est vrai que depuis des mois, avec Gunther, je découvre, j'apprends beaucoup de choses. Je n'ai pas été longtemps à l'école, donc j'ai beaucoup de mal des fois à absorber tout ce dont il nous parle. Mais merci Gunther, merci d'avoir accepté de travailler avec nous. C'était pas évident de vendre la Cornouaille. Vous savez que Gunther, il est modeste, il ne vous a pas dit qu'il a créé des centaines de réalisations dans le monde, des fois il hésitait un petit peu en français, mais vous avez vu qu'il parle bien français, qu'il parle 7 langues couramment. Il me disait que dans chaque pays où je fais une conférence, il ne faut pas que je fasse une faute de prononciation. J'ai découvert Charles, son collaborateur, son chauffeur. Charles, c'est comme ça que tu le dis? Charles, un homme extraordinaire avec qui j'ai appris beaucoup de choses, et les équipes de la Chambre de commerce et les élus ont appris beaucoup de choses. En tous les cas, moi je suis convaincu que grâce à tout ce qui s'est fait depuis des mois, grâce à notre volonté de réussir, nous sommes sur la bonne voie. Je vais vous dire que, je le disais tout à l'heure, j'ai vécu une période dans le monde économique, politique. Ce qui m'a motivé de faire ce travail avec les élus de la Chambre, c'est parce que je m'excuse, ce que je vais dire, ça me sera peut-être reproché, mais je pense que les politiques ont fait trop d'études. Et j'ai vu encore dans la presse qu'on faisait des études, il y a des organismes qui font des études. Il y en a marre de faire des études. Il y en a marre. Il faut que, non seulement on fasse bien sûr des études, mais des études pragmatiques, que les chefs d'entreprise aillent voir ce qui se passe dans le monde. On ne peut plus rester chez nous, il faut aller voir. Vous avez vu tous les exemples que Gunther a parlé, 10 projets, mais il n'a pas parlé des 60, bien sûr, mais dans les 60 projets qui existent, il y a des petits projets qui sont faciles à mettre en place, faciles à faire créer des entreprises et créer de l'emploi. Donc pour répondre tout à l'heure aux questions, ces 60 projets seront à la disposition du monde économique et on travaillera dessus parce que nous avons l'intention à la Chambre de commerce de créer une équipe. Il y a déjà une équipe de chefs d'entreprise. Je vois Patrick Bellec, Hubert, Pascal, Christian Guéader et beaucoup d'autres que j'oublie qui travaillent autour de ces projets. Je pense que c'est aujourd'hui aux chefs d'entreprise de monde économique de préparer l'avenir. Les élus doivent nous accompagner politiquement et financièrement. Je peux vous dire que j'ai été très heureux que Jean-Yves Le Drian nous reçoive avec Gunther au ministère, qu'il a écouté nos propositions. J'ai eu un magnifique courrier du président de la région Bretagne, dont il est, et je suis fier de voir qu'un conseiller régional à côté de nous aujourd'hui, Bilou, qui j'espère soutiendra nos projets avec la région. En tous les cas, j'ai la certitude que la région nous soutiendra puisque c'est écrit. Maintenant, concrètement, Vincent, on va continuer ce qu'on a fait. On va essayer de créer un fonds d'investissement en Cornouailles. J'ai déjà
eu des relations avec les organismes financiers d'État, la Caisse des dépôts, la BPI, enfin tous ces organismes qui peuvent nous aider. Gunther a parlé de nous à l'Europe, il est régulièrement à l'Europe pour conseiller des ministres. Il a parlé des projets en Cornouailles, je sais qu'on sera soutenu dans certains projets. Par l'Europe, on le sait déjà. Donc, moi, en tant que... Et avec Claude Ravalec, parce que Claude, c'est moi qui ai commencé à suivre les dossiers, et Claude a pris les choses en main, il n'a pas eu le temps, malheureusement, de travailler assez avec moi, mais chacun fait son travail. En tous les cas, ce que je veux avec toute l'équipe, que la Cornouaille devienne un exemple d'économie économique du territoire. Gunther me disait l'autre jour à Milan qu'on pourrait devenir le laboratoire de l'Europe, c'est ça. Ben moi j'ai la volonté que, puis, par expérience de connaître la Cornouaille de par toutes les activités que j'ai eues depuis des années, on pourra trouver ici une motivation d'entrepreneurs et de créateurs comme l'a connue par le passé la Cornouaille. Important pour notre avenir. En tous les cas, je mettrai tous les moyens avec les équipes que je peux, et avec vous tous, parce que je compte sur la volonté. J'aurai le même discours avec le monde politique cet après-midi, et aussi le grand public ce soir, puisqu'on rencontre aussi le grand public. Il y a plus d'une centaine de personnes déjà inscrites, donc c'est important. Mais j'ai eu l'occasion la semaine dernière de visiter Novamont à Milan, qui était une usine de fabrication de plastique à petite échelle et qui est devenue aujourd'hui le laboratoire de la société Novamont. On a vu des choses extraordinaires dans la recherche. Je regrette, j'avais quelques échantillons de papier sur mon bureau que j'ai ramené de Milan. On a vu des choses extraordinaires. On parlait tout à l'heure du chardon. On ne pensait pas que c'est du chardon qui se prolifère partout. C'est une variété de chardon qui vient à 2 mètres de haut et qu'on récolte. On récolte tout le produit. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Gunther. Mais ici, en Bretagne, on peut faire des choses. Il n'y a pas que le chardon, il y a d'autres cultures. On en a parlé avec André Sergent et on va vraiment travailler avec la Chambre d'agriculture. Et puisque je vois aussi le président de la Chambre des métiers qui est là, Michel, il faudra aussi, peut-être que grâce à Katia, on puisse travailler ensemble pour l'artisanat, pour tout ce qui est habitation, etc. Donc, soyons tous solidaires, l'agriculture, l'artisanat et l'industrie, pour avoir des projets pour la Cornouaille. Voilà la volonté. Ma volonté, c'est de foncer. On a perdu trop de temps, on a écouté trop de choses, on écoute des études, on paye beaucoup de gens pour faire des études. C'est vrai que la Chambre de commerce a mis aujourd'hui 250 000 euros pour commencer ce travail, je ne dis pas ces études, ce travail, et que nous serons suivis par les organismes financiers. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Moi, je suis à votre disposition avec les équipes pour écouter vos remarques aussi. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir. Une nouvelle dynamique pour la Cornouaille. Ensemble, avançons et puis soyons gagnants. Et comme on dit souvent, j'avais un copain professeur qui me disait, parce que j'ai pas eu beaucoup de professeurs dans ma vie, mais un copain professeur qui me disait, tous les matins quand je me lève, je dis, j'ose, je pars et je gagne. Merci à tous. Bien, il fait chaud, donc je crois qu'on a un petit rafraîchissement qui est prévu. Et pour éviter toute frustration, sachez qu'on a un rendez-vous et que nous devons respecter avec nos amis journalistes. Mais vous pourriez retrouver Gunther après cette petite parenthèse. Merci, bonne journée.